Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un coffee crime dans un nouveau décor parce que j'avoue que je me lasse un petit peu de ma pièce où je tourne habituellement mes vidéos tea time. Donc voilà, j'avais envie d'être pépouse, donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos dans ce décor. Voilà, je sais pas, dites-moi si vous préférez. Dans tous les cas, aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire qui a secoué l'Amérique. Il s'agit de la disparition de Gabby Petito, qui est une jeune influenceuse. Donc juste pour vous planter vite fait le décor, on a donc Gabby Petito, âgée de 22 ans, qui est partie en road trip à travers les États-Unis avec son petit ami Brian Laundrie, âgé de 23 ans. Ils s'étaient rencontrés au lycée, puis à la sortie du lycée, ils s'étaient mis en couple et ils étaient même fiancés depuis un an. Ils avaient quitté leur boulot respectif. Gabby s'était acheté un petit van. Il l'avait aménagé en mode van life quoi. Et ils étaient partis sillonner les routes durant l'été 2021. Et pour l'occasion, Gabby Petito avait ouvert une chaîne YouTube. Elle s'occupait également d'un blog et de sa page Instagram. Donc elle alimentait vraiment quotidiennement toute leur aventure en fait de leur road trip. Et les choses se sont gâtées le 1er septembre quand Brian est rentré tout seul en Floride sans Gabby Petito. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, restez avec moi et accrochez-vous parce que cette histoire a passionné, je vous dis, l'Amérique à tel point que des Instagrammeurs, des TikTokers, des YouTubers, tout le monde en fait a joué les détectives pour aider le FBI dans l'enquête. Donc écoutez, on va voir tout ça ensemble. Gabby est originaire de New York. Elle est née le 19 mars 1999. Et au moment où l'histoire commence, il se trouve justement à New York, elle et son petit ami, pour célébrer l'obtention du diplôme d'études secondaires de son jeune frère. Ils commencent donc leur voyage de New York le 2 juillet 2021. Leur voyage est censé durer 4 mois et comme je vous disais donc ils étaient fiancés, ils devaient se marier mais ils avaient reporté leur projet à cause de la pandémie tout simplement. Ils vont visiter pas mal de parcs nationaux principalement ainsi que des réserves naturelles et encore une fois on peut voir sur leurs réseaux, surtout sur Instagram, toutes les belles photos qu'ils prennent dans de très beaux décors. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur d'alimenter sa page Instagram, son blog, mais également sa chaîne. Malheureusement, il n'y aura qu'une seule vidéo postée sur sa chaîne. Donc là, je vous mets la liste des dates et des lieux qu'ils vont visiter. Je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est pas ce qui est le plus important. Là où ça commence à nous intéresser va se dérouler le 12 août. On a la police de Moab, qui est donc une petite ville de l'Utah, qui est appelée pour signalisation de violence conjugale. Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute in Florida with a white van. We drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. La vidéo de l'intervention des agents a été filmée parce que l'agent portait une bodycam en fait, donc une caméra qui est accrochée sur lui. Apparemment ça se fait de plus en plus aux States à cause des bavures policières. Et justement cette vidéo va être très intéressante pour l'enquête qui suivra. Donc à ce moment-là, la police intervient à l'entrée du Arches National Park. On voit Gabby Petito en larmes. Les policiers les séparent. Il y en a un qui interroge Gabby, d'autres qui interrogent Brian sur qu'est-ce qui s'est passé. Et Gabby explique qu'ils n'arrêtent pas de se disputer depuis le matin, qu'elle en a marre, qu'elle a trop de pression, qu'il faut vraiment qu'elle alimente son blog et tout, et que voilà, en gros, à cause de tout ça, ils se sont disputés, mais elle reporte tout le temps la faute sur elle en disant que c'est elle qui a été agressive avec lui en premier. She claims that she did not have intent to hurt you when she was slapping at you. Et déjà, on note une nette différence de comportement entre Gabby et Brian. Gabby est vraiment très perturbée, en larmes, elle a vraiment du mal à se ressaisir. L'entretien dure plus d'1h15 et Brian, lui, de son côté, il est hyper détendu, il plaisante avec les agents, il dit comme quoi que Gabby l'a frappé, qu'elle l'a griffé, tout ça. Mais ce qui avait été rapporté en tout cas par la personne qui a téléphoné à la police, c'est que lui, il avait vu que c'était Brian qui était violent envers Gabby. Donc il y a quand même une grosse nuance, je trouve, dans ce qui a été dit et dans ce qui est rapporté
par le jeune couple. Et la conclusion faite par les agents, c'est que, étant donné la situation un peu tendue, il est préférable que les deux jeunes gens se séparent pour la nuit. Donc eux, ils emmènent Brian dans un hôtel et Gabi restera dans le van et le lendemain, ils se retrouveront. Suite à ça, Gabi et Brian vont se retrouver et continuer leur voyage. Ils vont continuer à poster du contenu. Mais du 17 au 23 août, Brian va prendre un avion pour retourner en Floride. Et c'est un petit peu bizarre, on peut se dire pourquoi il repart chez lui d'un coup. En fait, il est allé récupérer des choses dans le garage de ses parents pour les revendre, pour se faire un peu plus d'argent, pour poursuivre le voyage. Chose importante à noter, c'est que Gabi était tout le temps en contact avec sa famille. Ses parents sont divorcés, mais tout le monde s'entend assez bien. Elle est très proche de sa mère et de son beau-père. Elle est également très proche de son père. Et en toute bonne fille, elle sait que ses parents sont un petit peu nerveux à l'idée qu'elle parte comme ça sillonner les routes. Mais d'un autre côté, ils sont rassurés de la savoir avec son petit ami qu'ils connaissent très bien. Hein. Tout le monde adore Brian, il n'y a aucun souci. Et même pour info, à cette époque-là, le couple habitait même chez les parents de Brian. Et malgré donc, comme je vous dis, cette interaction quotidienne avec sa famille, aux alentours du 30 août, ils ne vont plus avoir de nouvelles de Gabi. Le 1er septembre, Brian rentre en Floride à bord de leur van, mais il rentre seul. Il rentre donc chez ses parents en Floride et là, en fait, la famille demande où est Gabi. Et là, en fait, on ne comprend pas. Brian va se murer dans le silence. Ses parents pareil. Et là, il va également se passer quelque chose d'un peu bizarre quand même. Enfin, là, comprenons le contexte. Hein. Deux personnes partent en voyage, l'une revient, l'autre pas. On n'a pas de nouvelles d'elle. Et du 6 au 8 septembre, Brian va partir camper avec ses parents dans un terrain qui est situé à environ 120 km de chez eux, n'ayant toujours aucune nouvelle de Gabi. Sa famille va déclarer sa disparition le 11 septembre, sachant, comme je vous dis, que le dernier SMS que sa mère a reçu datait du 30 août. Et dans ce SMS, Gabi lui avait dit « Je ne capte pas à Yosemite ». La dernière publication sur Instagram de Gabi date du 25 août. Et même donc, malgré cet avis de disparition, les autorités vont quand même demander à Brian de dire quelque chose en fait. Mais il choisit d'écouter son avocat, car oui, du coup, il s'est pris un avocat qui lui a conseillé tout simplement de se taire, car généralement dans les cas de disparition on soupçonne toujours en premier le petit ami. C'est un peu bizarre parce que si t'as rien à te reprocher, concrètement tu peux juste dire où tu l'as laissé au moins la dernière fois quoi, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, je vous dis, c'est très bizarre. Et concernant donc la maman de Gabi, Nicole Schmidt, elle dit que le dernier SMS qu'elle a reçu donc de sa fille du 30 août, elle doute en fait si c'est vraiment Gabi elle-même qui lui a envoyé ce message. Dans le sens où elle a reçu un SMS qui disait « Pouvez-vous aider Stan? Je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués. » Stan est en fait le grand-père de Gabi, mais selon la mère de Gabi, elle ne parlait jamais de son grand-père en l'appelant Stan. Donc déjà, quand elle revoit tout ça, elle se dit « Mais en fait, c'est pas possible, elle l'appelle papy ou grand-père, enfin je sais pas trop, mais elle ne l'appelle pas par son prénom. » Donc déjà, ça commence à mettre la puce à l'oreille des détectives et surtout, heureusement, ça alerte également de plus en plus les autorités. Et là, comme je vous dis, les internautes vont avoir un grand rôle dans la recherche de Gabi Petito, car beaucoup vont se manifester en disant avoir aperçu le couple entre le 17 et le 27 août. Et il y a également un couple en particulier qui se rappelle les avoir vus le 27 août, Nina Celi Angelo, qui donc a posté sur son compte Instagram comme quoi qu'elle avait vu Gabi et Brian se disputer de manière explosive au restaurant Mary Piglet à Jackson Hole dans le Wyoming. Elle dit que Brian en fait il avait vraiment un comportement exécrable, qu'il parlait très mal à la serveuse et que Gabi était en larmes et elle s'excusait pour le comportement de son ami. Ils ont quitté brusquement le restaurant, Gabi était en pleurs, Brian était de toute évidence très contrarié, énervé même je dirais. Et pour info, c'est la dernière fois en fait que quelqu'un a vu le couple. Le 14 septembre, on n'a toujours
aucune nouvelle de Gabby Petito. La police la demande publiquement à la famille Landry de parler s'ils savent quelque chose, mais Brian reste sur ses positions. Il a invoqué le 5e amendement, donc le droit de ne rien dire. Le 15 septembre, Brian Laundrie va être officiellement désigné comme personne d'intérêt dans la disparition de Gabby Petito, et la police déclare même que du coup, en ne voulant pas collaborer, il fait une entrave à l'enquête. Et le lendemain, le 16 septembre, nous avons l'avocat de la famille de Gabby, Monsieur Stafford, qui lors d'un briefing avec la police insiste sur le fait que la famille supplie les Landry de parler, de dire où se trouve leur fille. S'il vous plaît, si vous ou votre famille avez encore de la décence, veuillez nous dire où se trouve Gabby. Dites-nous si nous cherchons même au bon endroit. Tout ce que nous voulons, c'est que Gabby rentre à la maison. S'il vous plaît, aidez-nous à y arriver. Stafford, l'avocat, déclare aussi que la famille Petito a tenté de rentrer en contact avec la famille de Brian, donc les Landry, et ce, depuis le 1er septembre en fait, et que la famille s'enterre dans le silence, quoi. Personne ne veut parler. Ils ne comprennent pas. Encore une fois, ça fait quand même un certain temps que leurs enfants sont ensemble, ils ont quand même de bons rapports, leur fille habitait même chez eux, donc là franchement c'est l'incompréhension totale de la part de tout le monde, y compris de l'opinion publique, car comme je vous dis, cette affaire a été très médiatisée. Protesters pack in front of Brian Laundrie's home demanding answers. Where's Gabby? What is it? What's going on? Why won't he come out of the house? What really happened? Where's Gabby? Where's Gabby? Le lendemain ou 2 jours après, on a la sœur de Brian Laundrie qui, elle, par contre, va prendre la parole. Elle dit, je cite, « De toute évidence, ma famille et moi voulons que Gabby soit retrouvée saine et sauve. Elle est comme une sœur et mes enfants l'aiment. Et tout ce que je veux, c'est qu'elle rentre à la maison saine et sauve. Et tout cela n'est qu'un gros malentendu. » Et là, il va y avoir un autre rebondissement le 17 septembre. Nous avons les parents de Brian qui vont déclarer sa disparition. Ils disent à la police de Northport qu'ils sont sans nouvelles de leur fils depuis le 14 septembre. À ce moment-là, la police déclare qu'ils vont traiter l'affaire comme un cas de disparition multiple. Et là, pour retrouver Brian, ils vont se concentrer sur la zone de la réserve Carlton, qui est un parc donc en Floride, car selon les parents de Brian, c'est un endroit où ils avaient l'habitude d'aller, donc peut-être qu'il se trouverait là-bas. Le 18 septembre, on a donc 2 équipes qui travaillent sur la disparition de Brian dans les zones marécageuses de Floride et une autre qui cherche Gabby Petito dans le parc national du Wyoming. Mais concernant Brian, le samedi soir, les recherches s'arrêtent en raison de l'obscurité. Il n'y voit rien, les conditions sont atroces. C'est une zone très marécageuse et assez dangereuse quand même à explorer à ce moment de l'année. Il déclare n'avoir rien trouvé pour l'instant, mais du côté du FBI à Denver, les recherches se poursuivent pour trouver Gabby Petito. Le 19 septembre, il va y avoir une macabre découverte. A body believed to be 22-year-old Gabby Petito was found in the Wyoming National Forest Sunday. Et une annonce va être faite. Le bureau de médecine légale du comté de Teton a été dépêché pour récupérer un corps dans le parc national. Alors là, les choses vont prendre encore une autre ampleur. Dès le lendemain, le 20 septembre, la police et le FBI ont obtenu un mandat de perquisition. Du coup, ils vont débarquer chez les parents de Brian, donc chez la famille Landry. Ils vont tout fouiller. Ils escortent même les parents de Brian en dehors de leur maison pour la journée. Dans leur mandat de perquisition, il est également écrit qu'ils recherchaient surtout l'ordinateur de Brian. Le 21 septembre, on a un premier rapport d'une autopsie réalisée sur les restes de Gabby Petito qui confirme bien que c'est son corps. Mais bon, ça, tout le monde s'en doutait. Mais également la cause de la mort, et ce serait donc un homicide. Là, les autorités, plus que jamais, ils recherchent activement Brian Laundrie qui, comme je vous dis, est toujours porté disparu. Le 22 septembre, on a une autre équipe de plongeurs cette fois-ci qui fouille le parc naturel de la Floride à la recherche toujours de Brian. Je vous dis, là, c'est vraiment une chasse à l'homme qui va se mettre en place, un truc de fou. Donc là, l'équipe de plongeurs va vraiment faire un travail périlleux parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une zone très marécageuse remplie de serpents et d'alligators, donc il n'y a vraiment rien en fait pour faciliter les recherches. Le 23 septembre, il y a un mandat d'arrêt émis à l'encontre de Brian Laundrie car on a découvert qu'il avait utilisé la carte de crédit de Gabby entre le 30 août
Et le 1er septembre, il s'en est servi dans le Wyoming et la fraude à cette carte bleue s'estime à $1000. Et il va même y avoir l'intervention d'un type qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Dog the Bounty Hunter. Donc c'est un chasseur de primes, il me semble. Et lui, bon bah voilà, il va carrément se mêler aux recherches. Le 25 septembre, il va y avoir 2 récompenses de proposer pour quiconque donnera des informations sur l'endroit où se trouve Brian Laundrie, dont une s'élevant à $30 000. Le lendemain, le 26 septembre, ce sont les funérailles de Gabby Petito. Le 27 septembre, on va enfin entendre les parents de Brian. Ils déclarent ne pas savoir où se trouve leur fils et espèrent que le FBI arrivera à le localiser. Le 30 septembre, le FBI retourne chez les parents de Brian. Cette fois-ci, ils ont inspecté le camping-car qui se trouve devant en fait la maison des Laundrie. Car rappelez-vous, Brian et ses parents étaient partis faire du camping pendant que Gabby Petito était disparue. Donc ils ont inspecté le camping pour chercher des preuves. Ils sont également à nouveau rentrés dans la maison et l'avocat de la famille à ce moment-là déclare que le FBI récupérait des objets personnels appartenant à Brian qui aideront les chiens dans leur recherche de Brian. Le 1er octobre, on va avoir une nouvelle vidéo de la bodycam de l'agent, vous vous rappelez, quand c'était sur le bord de la route et que Gabby était en pleurs. Et bah là, il y a une autre vidéo qui est sortie d'un autre agent sur place qui là a filmé du coup une autre scène qu'on n'avait pas vue dans la première vidéo. Et dans cette vidéo, on voit donc Gabby assise dans le véhicule de l'agent et là elle en dit un petit peu plus. Elle dit qu'effectivement Brian l'a saisi au visage et qu'il lui a fait des griffures, donc elle lui montre effectivement les quelques traces qu'il lui a laissées. Where did he hit you? Don't worry, just be honest. He grabbed my face. Like slap your face or what? Well, he grabbed me with his nail, and I guess that's why it was. I definitely have a cut right here because I could feel it. Yeah. When I touched it, it burns. Well, to be honest, I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him. You slapped him first? And then just on his face? He gets kind of just shut up. Le 5 octobre, on a la famille de Gabby qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ils rendent plusieurs hommages sur Twitter à leur fille et ils invitent également fortement Brian à se rendre à la police. Le 5 octobre, on a à nouveau la sœur de Brian Laundrie qui va s'exprimer en suppliant son frère de rentrer à la maison. Le 7 octobre, on a le père de Brian qui va se joindre aux recherches car les forces de l'ordre ont demandé donc à Chris Laundrie, il s'appelle le père, tout simplement d'essayer de les orienter vers où leur fils aurait pu aller, puisqu'apparemment il connaissait bien cette réserve. Le 12 octobre, il y a le coroner qui va dire précisément la cause de la mort de Gabby Petito et elle serait morte par strangulation. Selon ses estimations, au moment où on a trouvé le corps de Gabby, elle était déjà morte depuis environ 3 à 4 semaines. Et le 20 octobre, au roulement de tambour, on a enfin trouvé quelque chose concernant Brian Laundrie. Et c'est là où je trouve que ça devient très très bizarre. On a donc les parents, comme je vous dis, Roberta et Chris Laundrie, qui se sont joints aux recherches pour trouver leur fils. Et ça a été filmé en partie. On voit les parents en fait marchaient sur l'un des sentiers de la réserve et à un moment donné le père se dirigeait quelque part, en fait sortir du sentier, se diriger vers un endroit. Alors je dirais pas qu'on dirait qu'il s'y dirige précisément, mais dans tous les cas il va découvrir le sac à dos de son fils ainsi que d'autres effets personnels, notamment il me semble un cahier, et je trouve que c'est très bizarre que ce soit lui qui soit tombé dessus. Je vous dis, moi ça m'a interpellée sur le moment parce que je me suis dit mais on dirait qu'il savait exactement où aller, c'est très bizarre. Et à côté de ce sac à dos et de ce cahier, il y avait des restes humains. Donc à ce moment-là, les marécages, en fait l'eau est redescendue. Ça a donc pu révéler certaines choses qu'ils ne pouvaient pas voir avant. Mais en tous les cas, la dépouille est dans un état de décomposition très très avancé. Mais le lendemain, le 21 octobre, il sera quand même confirmé qu'il s'agit bien des restes de Brian Laundrie grâce à une identification dentaire. We do have some breaking news right now in Northport. The FBI has confirmed that Brian Laundrie is dead and the human remains found in the woods yesterday are his.
witnesses. Ce qui met donc fin à cette chasse à l'homme, qui aura duré donc 5 semaines. Et pour vous dire, le corps était tellement dans un état de décomposition extrême qu'ils n'ont pas pu savoir la cause de la mort. Alors beaucoup se sont posé la question de se dire mais comment ça se fait que le corps était aussi décomposé alors que ça faisait pas si longtemps que ça, en tout cas pour en arriver à là. Bah tout simplement le fait qu'il était dans un marécage et qu'un corps peut se décomposer ne serait-ce qu'en une semaine dans des conditions pareilles. Il y a aussi les alligators et les cochons sauvages qui ont certainement contribué à l'œuvre, si je puis m'exprimer ainsi. Du coup, ils ont carrément dû faire appel à une anthropologiste pour essayer de déterminer la cause du décès. Et il faudra attendre le 25 novembre dernier, là donc il y a vraiment pas longtemps, pour savoir donc la cause de cette mort. Et le résultat, c'est que Brian se serait tiré une balle dans la tête. Voilà, je ne vous cache pas que quand on a retrouvé les restes et qu'on a appris que c'était ceux de Brian, je me rappelle que les réactions sur la toile ont été très mitigées. Beaucoup de gens étaient énormément frustrés en fait parce que au final on n'a pas les réponses, on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne le saura jamais. Les seules personnes à mon sens qui peut-être savent quelque chose, ce sont les parents de Brian, mais je pense que eux jusqu'à la tombe ils ne diront jamais rien du tout. Ils n'ont pas parlé avant, je pense qu'ils ne parleront pas après. Ils ont été très critiqués pendant toute cette affaire. Je pense que vous avez pu voir au travers des images, ils ont vraiment subi un harcèlement du public. Les gens mettaient des photos de Gabi sur leur pelouse, ils ont planté des panneaux, ils leur ont même déposé plein de paniers à linge, parce que laundry en anglais ça veut dire blanchisserie, lessive, tout ça. Donc ils ont carrément mis plein de petits paniers que du coup les laundry enlevaient la nuit. Il y a vraiment eu, je vous dis, un acharnement contre eux et je ne sais pas trop comment prendre toute cette histoire parce que moi je vous dis, je l'ai vraiment suivi du début jusqu'à la fin. Au tout début, je vous cache pas que je ne pensais pas Brian coupable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit si ça se trouve, ils ont peut-être fait une mauvaise rencontre dans le Wyoming, là dans le parc naturel où ils étaient. Peut-être qu'ils sont tombés sur un psychopathe. Peut-être que ce psychopathe a tué Gabi et que Brian a peut-être pu s'échapper. Mais dans ces cas-là, ça ne justifierait pas le fait qu'il n'ait pas tout de suite averti la police. Mais quand Brian a disparu, je me suis fait plein de théories dans ma tête. Je me suis dit peut-être qu'en fait ce type là avait menacé Brian de ne rien dire, peut-être que Brian devait rentrer en Floride et revenir le voir pour lui donner peut-être quelque chose et qu'à ce moment là il l'a tué. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur Alexis Charquet, c'est exactement en fait la même situation, à savoir donc une jeune femme qui est assassinée par son conjoint. Le conjoint finit par se faire griller, ou du moins voilà, il sent que c'est chaud pour lui et préfère mettre fin à ses jours. Sauf que dans l'affaire d'Alexis Charquet, on avait un mobile, à savoir le fait qu'Alexis voulait divorcer. Là, le mobile, il n'y en a pas. C'était vraiment un jeune couple très heureux, si ce n'est au final le tempérament de Brian que personne n'avait remarqué, à part les témoins qui l'ont vu sous un autre angle. Mais en tous les cas, la famille de Gabi ne connaissait pas cet aspect de Brian. Les amis, pareil, il n'était pas du tout considéré comme un petit ami dangereux et qui pouvait potentiellement représenter une menace, un danger pour Gabi. Donc c'est vraiment une histoire qui a choqué tout le monde, mais que moi en tout cas personnellement je trouve très triste des deux côtés. Alors attention, je précise, je ne dis pas du tout que Brian est excusable, pas du tout, mais je peux pas m'empêcher de me dire mais quel gâchis quoi, ces deux personnes, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient tout pour être heureux, c'est en train de faire le voyage que tout le monde rêve, ils sont tous les deux morts à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve ça très triste. Je pense qu'à mon avis, ils ont eu la dispute de trop et que Brian a perdu son sang-froid. Je trouve cette histoire tragique et triste et quelque part, elle rejoint un petit peu, malheureusement, ce côté de il faut vraiment pas croire ce que les réseaux sociaux nous montrent, quoi. Parce que sur les réseaux, Gabi avait l'air très heureuse, Brian aussi. Alors qu'au final, derrière, en tout cas, on sait qu'au moins deux personnes, celle qui a appelé la police pour violence conjugale et le couple qui les ont vus au restaurant, ont vu une Gabi Petito dans un état de détresse, y compris même donc la police qui était intervenue. Là on l'a vraiment vue comme on ne la voit pas sur les réseaux, en larmes, mal, stressée. On a vu là les failles dans le couple
Et justement, je reviens sur donc les policiers qui sont intervenus ce jour-là sur la route. Ils ont été beaucoup critiqués. Le travail de la police dans l'ensemble, hein, même du FBI, a été très critiqué par les internautes principalement, parce qu'ils disaient justement mais il n'y a pas à sortir de Saint-Cyr pour voir que la fille n'allait pas bien. Enfin là on voit Brian qui plaisante, limite qui tape dans le dos des policiers, ça va pas ou quoi? On voit très bien que c'est la fille qui va pas bien. Un peu de psychologie permet quand même de voir que c'est typiquement, on va dire, symptomatique de la fille battue qui protège son bourreau. C'est un cas classique qui revient tout le temps, c'est toujours de sa faute à elle et jamais de lui. Elle veut pas, elle l'aime, elle veut pas que ce soit lui qui ait des problèmes, donc elle prend tout le blâme. Mais en tous les cas, moi j'ai pas capté l'histoire quand même que ce soit Brian qu'on ait mis dans un hôtel et pas elle. C'est pas très sécure quand même, donc ça aurait quand même été, je trouve, plus logique de laisser l'homme dans le van et la fille en sécurité à l'hôtel. Bref, ce truc-là, franchement, je l'ai pas compris. C'est vrai que maintenant, avec le recul, quand on sait comment ça s'est terminé, si on voit à la loupe, on peut dire ah oui, mais là, attention, il y avait un red flag et tout machin, ça aurait dû quand même mettre la puce à l'oreille. C'est pas non plus toujours hyper évident, je trouve. Voilà, mais écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que déjà vous aviez entendu parler de cette histoire? Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore et toujours pour le soutien que vous m'apportez tout le temps dans vos petits messages. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Mouah. Bisous, ciao!